Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le thème de la communication culturelle et la création de contenu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bête curieuse pour nos métiers, les relations presse. Vous savez, les visites presse organisées avant les vernissages d'exposition, les communiqués et dossiers de presse que vous avez peut-être dû rédiger en freestyle comme moi en début de carrière lorsque vous faites une multitude de tâches différentes de rédaction dans le musée où vous êtes salarié. Mais les RP, comme on les appelle pour les intimes, c'est bien plus que ça. Ça conditionne même le succès de nos actions muséales. Une exposition, certes, avec la satisfaction d'un article dans la presse locale ou plus nationale, ou encore à la mise en lumière des activités plurielles du musée et de votre site patrimonial et touristique, notamment lorsqu'il subit une rénovation. Tout ça, ça s'anticipe avec les RP. Les RP, c'est aussi un métier peu connu, celui de l'attaché de presse, que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Aurélie Roman, que vous connaissez avec le site web ultra connu Mon cher Watson. Le fil rouge de la carrière d'Aurélie, c'est la communication, les relations presse, la rédaction, la stratégie de communication dans sa globalité et essentiellement dans le monde des musées et de la culture, même si elle a fait un détour par le bricolage, la décoration et le BTP. Aujourd'hui, Aurélie est attachée de presse freelance pour un musée de Lyon, le centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Aurélie est aussi chargée de communication pour une association de médiation scientifique à Lyon également. Aurélie est aussi de la team prof comme moi. Elle est chargée de cours à l'université autour de la communication et de la rédaction pour des étudiants en infocom et en médiation scientifique. Il y a quelques années, elle a trouvé un point commun d'entre toutes ses missions. C'est la transmission de messages, que ce soit via la rédaction, via la communication au sens large ou via la médiation culturelle. Bref, c'est quoi les relations presse ? Quels conseils pratico-pratiques pour faire des relations presse pour sa structure et même pour soi-même quand on est entrepreneur culturel ? Comment le faire accompagné avec l'aide d'un attaché de presse ou seul avec nos conseils RP ? C'est le menu de notre conversation avec Aurélie. Bonne écoute. Bonjour Aurélie, bienvenue sur J'ai l'œil du tigre. Comment vas-tu ce matin ? Écoute, c'est un peu dur parce qu'on est vendredi, mais ça va. Ok, pareil, on a des petites têtes, mais on nous voit pas, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on inverse un peu les rôles, car en 2016, j'avais réalisé avec toi ma toute première interview sur mon métier, lors de mon lancement en solo sur Mon cher Watson, le site Pépite, pour y retrouver, grâce à toi, plein de personnes intéressantes de notre secteur culturel. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas répondre à mes questions sur la communication muséale et en particulier les relations presse, un sujet dont on ne parle pas beaucoup sur les réseaux. On parle réseaux sociaux, influenceurs notamment avec le J'ai l'œil du tigre de cette semaine, donc le précédent, le 89 avec Amélie, mais peu de relations presse, de RP dans le jargon pour les intimes. On va décortiquer tout ça avec toi Aurélie et tu vas nous montrer pourquoi c'est si important de s'en préoccuper en tant que pro du secteur culturel, muséal, patrimonial et touristique, et même dans n'importe quel secteur, j'ai envie de te dire. Mais avant cela, peux-tu nous dire ce qui t'anime dans la vie à travers tes multiples activités ? Ouais, effectivement, j'ai deux, trois casquettes, mais globalement, le fil rouge, c'est la communication et la transmission de messages. Donc, je suis avant tout, c'est mon premier métier, c'est attaché de presse.
que j'ai fait en agence et que je fais un peu en freelance maintenant. Et puis à côté de ça, je fais la mise en place de stratégies de communication, je fais des réseaux sociaux, de la rédaction et de l'enseignement autour de tout ça aussi, qui permet d'avoir une vision un peu extérieure de pourquoi est-ce qu'on communique et comment est-ce qu'on communique. Et puis évidemment, mon cher Watson, qui est un petit peu en pause en ce moment, mais qui vient de fêter ses 7 ans. Et voilà. Oui, tu nous reparleras de ça dans les actus. Ouais, 7 ans, comme Funny Museum, hein, Ouais. on rentre On a le même âge. dans les grands âges. Oui, tout à fait. On a commencé en indépendante, toutes les deux en même temps. Donc, comme fil rouge, le partage et la communication, bien évidemment. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité Aurélie et qui est centré sur toi et ton métier méconnu. Donc, on te connaît avec le site web Mon cher Watson. Parle-nous de ton métier d'attaché de presse avec le chemin parcouru depuis Mon cher Watson à aujourd'hui. Donc, une petite revue, un retour en arrière de 7 années. Il s'en passe des choses. C'est ça, c'est ça. Et en vrai, je pense que c'est même l'inverse. C'est mon cher Watson qui est né de mon métier d'attaché de presse. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études au musée de l'Orangerie il y a quelques années. Et ma maître de stage m'a présenté la personne qui allait devenir ma première patronne, ma première chef, qui était attachée de presse. Et donc j'ai appris le métier d'attaché de presse sur le terrain, dans une agence. Je faisais des relations presse dans le secteur de la déco, du bricolage et du bâtiment. J'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Oui. Voilà, et donc c'est ce qui m'a permis de découvrir les relations presse, l'importance du métier, qu'est-ce que c'est, le lien avec les journalistes. Et du coup, quand je me suis, donc en 2015-2016, quand j'ai décidé de changer un peu de vie professionnelle, de retourner à quelque chose qui me faisait un peu plus vibrer, c'est-à-dire globalement la culture, Mhm. je me suis dit que, en fait, j'ai retrouvé cette espèce d'importance de l'écriture et de me dire que bah, c'était aussi une façon de voir le métier autrement. C'était une autre facette du métier d'attaché de presse et ce qui me permettait aussi de voir les choses différemment. Et puis c'est aussi ce qui me permettait d'aller discuter aux professionnels de la culture, de leur faire parler de leur métier, et puis du coup d'écrire aussi là-dessus et de partager les métiers de la culture. Et mon cher Watson, c'est ça en fait, c'est partager le quotidien des professionnels de la culture et éventuellement du tourisme. Mais voilà, c'est quoi au quotidien, c'est quoi votre métier? Oui, et justement, attaché de presse, c'est vrai que c'est pas du tout connu, y compris dans le secteur de la culture. Est-ce que tu peux nous donner un peu une définition? Je sais qu'en off, tu m'avais dit que c'était un peu l'agent de comédien, 10%, un peu des personnes de l'ombre, mais c'est quoi être attaché de presse, tout secteur confondu, et plus particulièrement dans la culture? Faire des interviews, faire du lien, c'est quoi exactement? Alors, l'attaché de presse, c'est effectivement un métier de l'ombre parce qu'on est vraiment là pour faire le lien entre la personne ou la structure qui veut communiquer. Donc un musée, mais ça peut être effectivement une entreprise, ça peut être une personnalité politique, un artiste, etc. Et les journalistes. Donc en général, on travaille pour l'entreprise, la structure ou la personnalité. Et l'idée, c'est de faire passer tous leurs messages et leurs besoins de communication auprès des journalistes qui sont concernés. Donc, ça peut être de la presse sortir, ça peut être la presse culture, ça peut être de la presse économique, brico déco. Enfin, après, Oui, et puis j'imagine différents formats, de l'imprimé, de la télé, de la radio, etc., des réseaux sociaux aussi, ouais, ou c'est plutôt les community c'est ça. managers qui s'en occupent ça? Alors, il peut y avoir des gros liens, mais normalement, si tu prends juste le métier relations presse, c'est effectivement que les médias. Après, c'est les journalistes, évidemment, ouais, presse papier, télé, presse web. Avant, on faisait la différence, on faisait des RP et des IRP. Maintenant, c'est les mêmes journalistes, enfin, c'est le même métier, c'est le même travail. Et effectivement, des fois, on fait aussi le lien avec les influenceurs, qui sont pas des journalistes, mais pas non plus qui ont quand même un métier de création de contenu qui s'y rapproche. Donc, la différence majeure, c'est qu'un journaliste, il est payé par sa rédaction, donc il dit ce qu'il veut
Nous, en tant qu'attachés de presse, on les paye pas, alors que les créateurs de contenu, c'est leur métier, donc il faut qu'ils en vivent. Il n'y a pas une rédaction derrière, et donc souvent c'est des collaborations, et il y a souvent des rémunérations, et encore heureux, parce que certains font un travail de fou, donc il faut bien qu'ils mangent, les pauvres. Et donc métier de Voilà. l'ombre, métier du lien, en lien donc avec les médias avant tout. Voilà, et donc le lien avec mon cher Watson, donc la rédaction, les interviews et la culture. Exactement. C'est vraiment, je suis pas journaliste, hein, mais c'est presque le même travail qu'un journaliste là-dessus. Et finalement, je suis en contact avec des attachés de presse qui parfois me mettent en relation avec les personnes que je veux interviewer dans leur structure. Donc, je discute avec des gens qui font mon métier. Et donc, je vois aussi l'autre phase du métier et de la collaboration entre attachés de presse et journalistes euh, grâce à mon chat Watson, justement. Alors, justement, deuxième question. Concrètement, si on parle vraiment musée, sites patrimoniaux, etc., pourquoi faire des RP quand on est un musée? Quels avantages? Parce qu'on se dit, on communique déjà, on fait peut-être des outils, des affiches, des trucs, c'est peut-être suffisant, de la com web avec les réseaux sociaux. Pourquoi faire des relations presse quand on est un musée ou un site patrimonial? Ça sert à quoi? Tu Alors, sers à quoi? je ne sais pas. Euh, En fait, oui, ça peut être suffisant, et surtout, les relations presse peuvent pas exister sans toute cette communication, affiches, graphisme, texte, réseaux sociaux aussi. Mais le petit plus des relations presse, c'est justement d'avoir des pages, enfin des articles qui parlent d'une expo, ou je sais pas, d'un concert, d'un festival dans le journal. Donc, ça va être enfin, les journalistes sont prescripteurs. Et finalement, il y a ils ont des lecteurs ou des auditeurs, des téléspectateurs qui sont différents des cibles qu'on a en direct via les réseaux sociaux ou une mailing list. Et ça va permettre du coup d'élargir un peu le public et de se faire connaître un peu plus large. Et puis, il y a une notion aussi qui existe toujours. À une certaine époque, on avait le vu à la Oui. télé sur certains packaging de produits. Si c'était vu à la télé, c'est que c'était validé par un journaliste qui avait une légitimité sur le métier. Et il y a toujours un peu ce côté-là, c'est si ça passe dans les journaux, si Le Monde, soyons honnêtes, on a rarement Le Monde, mais si Le Monde parle de votre exposition, bah, c'est que votre exposition, elle vaut le coup. Donc ça vaut le coup d'aller voir cette exposition-là aussi. Et il y a un petit côté aussi très valorisant de se dire que les journalistes parlent de nos projets et de nos structures culturelles. Donc il y a encore une grosse aura de la presse papier, web dans nos sociétés, quoi. Oui, et puis quand là, par exemple, on va attaquer à nouveau encore un week-end prolongé, et c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand on cherche un peu une activité, hein, c'est de chercher sur le web, presse web, ou aussi dans le journal, hein, ou dans les journaux qu'on a dans le métro, etc., pour voir un peu ce qu'on va faire le week-end. Et justement, dans ces grilles de sortie, ces prescriptions et ces best-of un peu qui sont proposés, c'est un peu le premier contact entre un public potentiel et une structure culturelle finalement. Exactement. Si je peux te donner un exemple, 2 exemples un peu récents. Je travaille en tant que chargée de communication dans une association qui fait de la médiation, culturelle, de la médiation scientifique avec, enfin, essentiellement les enfants, mais pas que. C'est le cœur de cible, c'est les enfants. Donc on est, à Lyon, enfin, à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, et on ouvre un samedi par mois. Et un jour, on a eu, en général, on a 30-40 personnes qui viennent sur ces samedis-là. Et un jour, on a eu un article dans City Crunch Lyon, je crois, qui était Que faire ce week-end à Lyon. Et on a eu 100 personnes le lendemain. Donc, il y a il y a une vraie impact de cette chose-là. Et finalement, dans tous les gens qui sont venus, c'était essentiellement des gens qui n'étaient jamais venus, qui connaissaient pas la structure, qui savaient pas qu'on existait, et qui ont juste tapé Que faire à Lyon? Ah tiens, ça a l'air sympa, on y va, quoi. Oui, Donc, voilà, ça marche.
Donc ça va toucher finalement d'autres personnes que si par exemple on fait appel à un influenceur, où là c'est l'audience de l'influenceur, là ça va être vraiment encore, je dirais, encore plus large, parce que c'est toutes les personnes qui peuvent bah, taper une simple phrase sur un moteur de recherche ou ouvrir un supplément de journal de presse dans le métro ou ailleurs finalement. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est les relations presse, c'est vraiment élargir un peu son audience, sa communauté et se faire connaître un peu différemment par des gens qui vous connaissaient pas avant et que finalement, c'est toujours le problème de la communication, hein. On peut avoir des super expos ou des super concerts ou des super produits. Si personne sait que ça existe, ça marche pas. Donc, Bah oui, c'est la promotion qui est première, en effet. Et ça, c'est vrai qu'on a l'impression, du coup, dans nos métiers, on est déjà multicasquette, hein, notamment quand on travaille dans les structures. Je pense un peu aux chargés de com qui nous écoutent et qui disent oh là là, j'ai déjà une liste longue comme le bras parce que je fais déjà du community management parce qu'il y a pas de personnes dédiées. Je fais de la com, je m'occupe du site web, des flyers, des livrets, des machins. Et en plus, je vais me retrouver à faire des RP. Est-ce que du coup, les RP, c'est juste pour les grandes structures, les grands musées, ou c'est plutôt très utile pour les petites structures justement qui sont méconnues? les 2, je dirais. C'est une petite, réponse, pas du tout engagée, mais les 2 en fait, les grandes structures, c'est toujours plus facile parce que, quand vous êtes, le Louvre ou Pompidou, forcément, c'est plus simple d'avoir un article dans Le Monde, justement. Après sur les petites structures, il y a, un très gros impact de la presse locale. Nous, sur Lyon, ça va être, Le Progrès, les Lyon City Crunch, mais il y en a enfin, toutes les régions ont une presse, régionale qui est, très active et très lue. Enfin, je sais pas toi, à Lille, Bah, c'est plutôt la Voix du Nord. Après, c'est tous les journaux que tu trouves dans le métro, notamment dans la ouais, c'est métropole. ça, les Et puis, oui, voilà. Et puis après, c'est aussi beaucoup les suppléments que tu as de la région, le journal de la région, mmh, etc., qui a toujours un agenda à la fin et des c'est ça. articles ciblés des structures culturelles, qui sont surtout les structures culturelles gérées par l'entité Ouais, territoriale, hein, du journal. Mais souvent, il y a aussi des ouvertures sur d'autres structures un peu plus associatives, etc., en fonction de voilà ce qu'on veut valoriser. mmh, c'est ça et cette presse, elle a un énorme impact donc en fait, Mm. oui, avoir Le Monde, c'est le petit plaisir, de tous les attachés de presse. Enfin Le Oui, ou Monde, l'œil, les ou gros, voilà voilà, l'œil, les gros magazines, un peu exactement, quand on Beaux-Arts fait partie Magazine, d'un musée d'art, on veut être dans c'est ça. l'œil ou le journal des arts ou je ne sais où, hein, mais en effet. Exactement, exactement. Mais après quand on est une petite structure, aller voir la presse, quotidienne régionale, ou hebdomadaire régionale, c'est quand même très intéressant et puis il y a aussi, beaucoup de presse, professionnelle qui peuvent être très intéressants pour mettre en valeur, je sais pas, une politique d'achat dans un musée, une nouvelle muséologie, des choses comme ça. Donc évidemment, leur, audience est un peu plus restreinte, mais elle est aussi, très quali. Enfin, il y a beaucoup de choses en presse et il y a beaucoup de presse, il y a beaucoup de titres de journaux, donc il y a toujours quelque chose, à proposer et à valoriser, quoi. Il y a pas, Justement, on va essayer de parler encore plus concret pour que les auditeurs ils puissent voir qu'est-ce qui se cache derrière les RP concrètement, au-delà des médias. Troisième question donc, comment faire des RP sans faire appel à un attaché de presse? Si on a une petite liste d'actions à faire pour justement les personnes qui nous écoutent. Alors je sais qu'il y a le CP, le DP, les visites presse. Est-ce que tu peux nous traduire un peu tout ça? c'est ça. Alors, je dirais que la première chose déjà, c'est de savoir à qui on s'adresse, à quel type de journaliste. Donc, il faut aller regarder, justement, la presse quotidienne, de la région où on est, d'aller regarder les journalistes. Alors, évidemment, d'aller regarder les journalistes qui s'occupent de la rubrique, culture ou sortir et donc, d'essayer de récupérer leurs coordonnées, les mails, les téléphones. Alors, on peut les trouver sur, les réseaux, LinkedIn, Twitter, ça peut se trouver directement dans l'Ours, ce qu'on appelle l'Ours, qui est dans tous les Oui. journaux papier, donc qui est le petit,
Petit la petite note générique. technique, le petit Oui, générique de chaque le petit journal générique, comme pour papier. les expos, l'ours. Exactement. Donc des fois, il y a des numéros de téléphone. Et puis après, on peut aussi appeler le standard et dire, bah voilà, je voudrais contacter tel journaliste, est-ce que je peux avoir son numéro ou son adresse mail? Donc on se fait cette petite liste de journalistes cibles. Et puis après, effectivement, il faut leur donner du contenu. Donc ça va être les CP, donc les communiqués de presse, qui est l'outil générique qui fait alors en général on dit une page, mais en vrai on y arrive rarement parce qu'une fois que tu as mis des Oui, photos, c'est c'est dur. compliqué. Mais c'est 2 pages, 3 pages max en général, un communiqué de presse pour présenter son sujet. Et l'idée, c'est d'écrire vraiment un communiqué de presse comme si vous vouliez apporter le maximum d'informations aux journalistes. Donc, s'il faut penser, si j'étais journaliste et que je devais écrire à des gens qui vont venir ou qui pourraient être intéressés par mon expo, qu'est-ce que je peux leur dire d'intéressant? Donc, faut essayer d'éviter les trucs un peu trop jargonnants. C'est pas une note d'intention, c'est vraiment un truc très grand public, un peu large pour présenter l'expo et pour donner envie à des visiteurs potentiels de venir. Et puis après, ça va être les informations pratiques, où c'est l'adresse, le prix, les horaires d'ouverture, voilà, enfin, le truc classique, le site internet. On met des photos parce qu'on fait joli et qu'on attire l'œil. Et on met aussi des photos parce que ça permet aux journalistes de savoir quel type de photo lui va pouvoir mettre sur son article. Et puis Oui, qu'il peut utiliser ouais, avec les bons crédits, etc. Parce que exactement. souvent, on fournit aussi des images de vue de l'expo ou vue de l'équipement, hein, parce Mm. qu'on là on parle beaucoup d'exposition, mais les RP ça peut être aussi Tout. quand il y a une réouverture, une rénovation d'équipement, l'ouverture d'un nouvel équipement, l'inauguration d'un nouvel outil, un événement particulier. On n'est pas seulement que sur les relations presse, c'est pas seulement pour des expositions temporaires, Ah hein, non, c'est aussi pour toutes les activités du musée. ah oui, clairement. Ça, Non, c'est non, à mais bien garder en tête. absolument. Je valide, Mais mais complètement ce sujet-là. C'est vrai parce que qu'on c'est a. vrai que souvent, Ouais, il y a beaucoup de com pour une expo, mais voilà, on peut faire de la com sur tout, ouais. hein. Oui, oui, et puis même sur des sujets institutionnels, sur des trucs. Enfin, je suis attachée de presse du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon. Là, dans 2 jours, c'est le 8 mai, hein, donc Oui, bah, enfin, ça ah bon, marche en mais presse. qu'est-ce qui se Non, passe? attends. Tout le monde Seconde l'oublie Guerre parce que mondiale. tout est Ouais, ouvert. Mais oui, 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 mais tout à c'est fait. voilà. Et voilà, donc il y a plein de choses effectivement. Et la dernière petite chose à mettre sur un communiqué de presse qui est hyper important, c'est les coordonnées de la personne qui s'occupe des relations presse. Parce que le journaliste peut avoir besoin d'une photo de définition, parce qu'il peut avoir envie de faire des interviews justement, de discuter, voilà, ou parce qu'il a des questions et qu'il faut qu'il puisse vous joindre facilement. Donc un numéro de téléphone et un mail, c'est parfait. Oui, et pas Plus. forcément secrétariat arrobase ou Ouais, contact arrobase, une vraie c'est cool. personne qui est en capacité de répondre en fait aux questions et bien de Existe. fournir les images complémentaires, les infos complémentaires, et puis comme tu le dis, réactive Et ouais, la c'est ça, personne. vite. Le journaliste, ils sont de moins en moins dans les rédactions, mais il faut qu'ils écrivent toujours plus. Donc, ouais, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse envoyer des photos dans la journée, dans les 2 jours max, quoi. Parce que sinon, c'est raté, hein. Oui, et Donc, donc pas 36 validations dans ouais, 15 bureaux différents, quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel et qui est ultra réactif parce que sinon, bah, l'article il ne paraît pas ou on va pas Mm. parler de ça Ah finalement. bah non. Mm. Pas Ah oui, d'infos, ok. pas d'article. Pas d'infos, pas de bras, pas de chocolat. C'est c'est assez simple, hein, pour Ok. le coup, basique. Ok, donc du coup, du sourcing pour faire un vrai annuaire, pour avoir les bonnes personnes à contacter pour de faire aussi sa propre presse, hein, de promouvoir auprès des bonnes personnes. Ensuite, rédiger des documents presse. Donc tu parles du communiqué de presse. Donc là, on est plutôt sur un feuillet court d'1 à 2 pages illustré avec toutes les informations grand public que pourrait avoir besoin le journaliste pour écrire son article ou pour en faire parler dans un média audio, hein, donc ça Mm. marche aussi, hein, quel que soit le format. Et aussi, il y a aussi le dossier de presse où là c'est plus conséquent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, un dossier de presse, donc on est sur un document qui va faire entre 10 et ça peut aller jusqu'à 50 pages, hein, voilà. Et ça va être plus quelque chose de plus institutionnel, éventuellement quelque chose qu'on met à jour tous les ans, par exemple, qui va présenter le musée dans son entier, par exemple.
Donc pas juste une actualité, ça va être quelles sont les collections principales, qu'est-ce qu'on a dans les réserves, pas dans les réserves, la politique d'achat, la politique envers tel et tel type de public, évidemment les expositions temporaires, la programmation, etc. Mais voilà, un truc qui est beaucoup plus conséquent, qui apporte beaucoup plus d'informations, euh, qui est toujours censé être lu par quelqu'un qui ne connaît pas forcément très précisément tout notre jargon très précis du monde de la culture, donc qui doit quand même être un peu accessible, mais qui est beaucoup plus exhaustif et beaucoup plus conséquent, et qui a donc plus de pages, mais qui est toujours avec des visuels pour donner envie, pour montrer, des visuels qu'on peut réutiliser après, que les journalistes peuvent réutiliser après, et puis évidemment les informations pratiques, et puis les contacts, toujours la contact de la personne Les réactive. fameux contacts. Ok, donc du coup, j'ai envie de dire que même s'il ne se passe rien dans notre structure culturelle, il faut pas se passe rien, hormis les activités Ouais. quotidiennes, j'entends. Il faut toujours avoir un CP et un DP, quoi. Ouais, en fait, le dossier de presse, tout le monde peut l'avoir sans avoir de précis. Un truc qui est facilement transférable et envoyable à la presse. Et puis, les journalistes, enfin, c'est aussi une question de récurrence. C'est pas parce que vous envoyez votre communiqué de presse aujourd'hui que forcément le journaliste va parler de votre expo parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas la place, il l'aime pas. Enfin, après, Oui, peu on n'a pas importe, tout le contrôle. ça arrive. Bon. Mais par contre, peut-être que du coup, il va découvrir votre structure, peut-être qu'il va du coup revenir, il va avoir une autre idée, vouloir parler d'un autre sujet, se dire bah non, je veux pas parler de votre exposition temporaire, mais je veux parler des collections permanentes, ou je veux parler de ce que c'est que le métier, je sais pas, faire un portrait du directeur, de la directrice ou d'un conservateur. Après, il peut avoir plein d'autres Ou d'un idées. chargé des Et publics, donc, hein. oui, ah mais oui, Chargé des je publics, médiateur, voilà. exactement. Oui. Voilà, et il Ou peut des mettre en enfants, avant des d'autres sujets. publics aussi, de faire des interviews sur site. Ok. C'est ça. Et donc c'est aussi une récurrence. Donc on peut continuer à discuter avec les journalistes et leur rappeler régulièrement qu'on existe. C'était une image qu'on avait à l'époque où on envoyait les dossiers de presse papier. C'est les journalistes reçoivent entre 10, 20, 50 dossiers de presse, communiqués de presse par jour. À l'époque, on les envoyait. Quand j'ai commencé, on les envoyait pas de papier. Et en fait, il y a une pile sur le bureau, ils entassent. Et en fait, il faut que régulièrement, votre structure, elle repasse en haut de la pile. Donc, il faut renvoyer des informations. Alors, n'envoyez plus forcément par papier déjà parce que ça coûte cher. Au niveau de l'écologie, il y a des 2-3 limites. Voilà, mais l'idée reste la même. C'est continuer à revenir régulièrement aux oreilles du journaliste et à lui dire coucou, regardez, on a plein de choses à vous dire. Oui, et puis l'une des astuces, c'est aussi peut-être de l'inviter, tout simplement. Oui, alors voilà, c'est ça. C'est Donc le l'autre dernier aspect. outil qu'on peut avoir pour faire des relations de presse, c'est effectivement d'inviter les journalistes. Donc soit leur dire de personne à personne, bah, venez visiter, on vous accueille à telle heure, on vous fait faire le tour du musée, on vous fait interviewer quelqu'un de l'équipe, ou alors ça peut être effectivement ce qu'on appelle la conférence de presse, la visite de presse, et qui est à un moment, en général là pour le coup, faut vraiment avoir une vraie actualité pour faire déplacer beaucoup de journalistes, mais donc ça va être un nouvel équipement ou une nouvelle exposition par exemple, et ça va être bah, venez tel jour à telle heure, on vous invite, et on va avoir une présentation de la nouvelle exposition ou du nouveau dispositif, et du coup un temps d'échange après là-dessus avec les chargés de projet, avec l'attaché de presse en sous-main, Oui, qui est là pour répondre aux questions des journalistes et pour leur permettre eux aussi de se créer des images, parce que du coup, quand ils viennent, c'est eux qui vont tourner, faire des vidéos, faire des photos, etc., et interviewer les gens en direct. oui, et c'est vrai Donc, que moi je me souviens quand j'ai commencé ma carrière il y a plus de 15 ans maintenant, ça me rajeunit pas, non, c'est ça. ça fait mal, Petit coup de pelle. voilà, et que je travaillais justement dans les structures culturelles, musées notamment d'art. C'est vrai que ce moment de la visite presse, elle était super importante, et c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment des journalistes, bah, ça l'est toujours, j'imagine, des journalistes vraiment presse-papier, etc., tout secteur confondu, plus ou moins spécialisés culture. Mais c'est vrai que depuis 15 ans, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé dans la communication muséale et digitale. On a eu les blogueurs, maintenant on a les influenceurs. Est-ce que on fait une invitation visite presse pour tout le monde mélangé, ou c'est uniquement pour les journalistes? C'est vrai que des créateurs de contenu, il y en existe plein maintenant.
Oui, alors moi je suis partisane on les traite de la même façon quand on fait une visite de presse parce que, parce que s'ils viennent à une visite de presse, c'est globalement pour la même chose. C'est pour vous rencontrer, pour discuter avec vous et pour voir les lieux. Maintenant, effectivement, ils vont pas forcément traiter le sujet de la même façon, mais en tout cas, sur la visite presse, c'est pareil. Il y a pas de différence, C'est des créateurs de et contenu. effectivement, au début, ouais, c'est ça, quand on a commencé, c'était les journalistes aimaient pas trop, qu'on invite les blogueurs, parce que, c'était des gens qui faisaient ça sur leur temps commun. C'est plus le cas maintenant et par contre, ils se déplacent moins les blogueurs ou les parce que ça leur coûte de l'argent et donc bah, ouais, ils vont pas, à moins d'être, en proximité géographique, ils vont pas forcément, venir, sur des grosses distances et enfin, voilà, ça peut être D'accord, compliqué donc du pour eux. coup, tu confirmes que visite presse égale invitation aux créateurs de contenu Mmh, de différents statuts et profils pour justement créer des contenus un peu différents pour impacter un maximum de personnes sur des canaux totalement différents. ouais, c'est ça. Et puis vraiment, invitation enfin voilà, je trouve que ce mot invitation, du coup, ça me fait rebondir, c'est relation presse, le métier. Enfin, et du coup, le mot relation, il est pas, on fait pas juste le lien entre les 2, c'est vraiment entretenir des relations avec les journalistes, donc c'est leur parler, c'est les connaître, savoir sur quoi ils écrivent, et cetera. Donc, et du coup, ces moments de visite presse, c'est aussi ça. Bah, on espère qu'il y aura un article derrière, mais finalement, juste ne serait-ce que les rencontrer, discuter avec eux, se dire qu'ils sont sympas et que eux se disent: «Tiens, ils sont sympas aussi dans la structure», ça permet après, d'avoir des articles, qui tombent beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent et sur plein de sujets. Et donc les blogueurs, c'est pareil, enfin les créateurs de contenu, c'est pareil, c'est aussi créer de la relation, quoi. Bah oui, mais c'est comme quand on parle, oui, comme quand on parle de réseaux sociaux, hein, c'est du réseau, c'est de l'échange, donc il faut, comme tu le dis, de la réactivité, de la spontanéité, de l'échange de visibilité aussi, parce que c'est un peu donnant-donnant, moins pour les journalistes, mais pour les influenceurs, il y a aussi une espèce de donnant-donnant, d'échange de bons procédés en fonction des profils, qui ne sont pas forcément Mmh. pécuniers. Hein, un échange Ah. et un échange de visibilité, il n'est pas forcément pécunier. Et justement, ce que ta réponse me fait rebondir sur la quatrième et dernière question. Euh, Pourquoi faire appel, à contrario, à un attaché de presse, justement, si on veut ne pas se débrouiller tout seul dans ce boogie-boulga de création de contenu et de relations qui peut faire peur parce on n'est pas forcément formé dans la culture au métier de relation. Pas que dans la culture d'ailleurs, hein. Ouais, Et parfois c'est même, ouais, et puis parfois c'est assez cocasse. Hein. Il y a des situations, tu te dis je sais bah, pas, ils savent se comporter avec bah, des enfin, humains, ces gens. Non, je caricature, hein, mais je pense que c'est partout pareil, de toute façon. partout pareil. Ouais, non mais clairement. Mais pas que dans la culture d'ailleurs, même dans les écoles de com, les relations presse, on en parle, mais finalement on parle beaucoup de relations avec les influenceurs maintenant, mais ou de community management, mais les relations presse, c'est des options, hein, en général. C'est pas, Ok. donc ça reste un métier un peu de l'ombre. Et alors du coup, pour répondre à ta question, pourquoi faire appel à un attaché de presse? Alors moi je vois deux arguments majeurs. Le premier, c'est que les RP, ça prend beaucoup de temps et que bah, forcément, en interne, on n'a pas forcément les ressources pour dégager ce temps-là pour faire des relations presse. Et du coup, c'est pour ça que même les grosses structures font appel à des agences de relations presse. Hein. C'est pas pour rien, hein, c'est qu'il faut avoir quelqu'un qui puisse faire ça régulièrement, enfin longtemps, ça prend un peu de temps. Et puis le deuxième argument majeur, c'est justement cette relation qu'un attaché de presse va entretenir avec des journalistes. Finalement, quand on est attaché de presse en freelance ou en agence, le journaliste qu'on va côtoyer dans tel ou tel type de presse, on peut lui parler de plusieurs clients. Donc en fait, nous, ça nous permet déjà de, de compacter le temps et d'utiliser le temps de façon efficace. Enfin, un peu capitaliste comme façon de parler, mais enfin voilà, je contacte un journaliste et je lui parle de plusieurs projets. Et puis aussi, bah, en fait, comme je le connais, bah, ça me permet de lui parler d'une nouvelle structure ou d'une structure qui a un peu moins de visibilité, qui est un peu moins connue ou qui vient d'ouvrir, etc. Et qui permet du coup d'utiliser la relation que j'ai avec ce journaliste pour pouvoir parler de choses différentes ou de structures qui sont peut-être un peu moins connues que le Louvre, Bien Pompidou sûr. ou Orsay, quoi.
Voilà. Ok. Donc du coup, vraiment, tu as un métier de facilitatrice finalement en termes de relations, et puis tu vas être beaucoup plus performante que ce qu'on fait comme ça sur un coin de bureau. Je caricature, mais parce que souvent, moi, ce que je remarque, je travaille beaucoup dans de la création de nouveaux équipements muséaux ou de rénovation d'équipements. Et souvent, tout ce qui est communication, notamment de l'opération, c'est un truc finalement dont les maîtrises d'ouvrage s'occupent très tardivement. C'est vrai que souvent on rénove pendant plus de 5 ans et pendant les 5 ans, on attend presque la dernière année pour faire un nouveau site web, une nouvelle identité visuelle, trouver un nom accessoirement à ce nouveau lieu Oups. qui va émerger. Et, euh, et souvent, il y a quelques visites presse, mais voire pas du tout pendant le projet, c'est seulement au moment où ça va ouvrir. J'imagine que tout ça, ça s'anticipe dans une communication très large, notamment avec des relations presse. Comment ça se fait, ça, que les relations presse, c'est un peu le petit plus, comme tu disais tout à l'heure? Parce que ça devrait être le cœur presque de... Ouais, le cœur, je sais pas, mais en tout cas, oui, s'il y a pas de communication, il y a pas de public. Donc, rénover ou créer une nouvelle structure, si c'est pour qu'il y ait de l'écho dans les salles, c'est un peu dommage. Euh, Après, les relations presse peuvent pas se faire toutes seules. On peut pas faire de RP s'il y a pas de site, s'il y a pas un logo, s'il y a pas un nom, évidemment. Si on n'a pas du visuel, enfin, à un moment, il faut aussi, on peut pas faire des relations presse seul. Enfin, ça reste une stratégie de communication globale. Mais effectivement, il faut le prévoir un peu pour plein de raisons déjà, parce que bah, des fois, il faut un peu de temps pour que les journalistes intègrent qu'il y ait une nouvelle structure ou un truc, parce qu'il faut qu'ils puissent aussi avoir le temps de venir, de se déplacer, parce qu'ils sont ultra chargés, les journalistes, donc c'est compliqué. Et puis aussi parce qu'il faut prendre en compte, notamment sur la presse papier, les temps d'impression. Un journaliste en presse web, il écrit son article, il clique sur publier, ça paraît direct. Un article en presse papier, bah, il faut qu'il écrive, que ça passe à la maquette, enfin, la correction évidemment, et à la maquette, et ensuite que ce soit imprimé. Donc, en général, en presse papier sur des mensuels, on dit qu'il faut contacter les journalistes 3 mois avant l'événement pour que, pour que l'article sorte Ah ouais, en même temps que l'ouverture, quoi. Voilà. Alors, du coup, physiquement. c'est ce qui fait que quand on est attaché de presse, des fois, on est un peu déconnecté sur le temps. On travaille sur les sujets. Quand on est sur des sujets de cadeaux ou de choses comme ça, par exemple, on parle de Noël au mois de septembre. Donc, il y a un truc un peu bizarre sur le timing, quoi. Oui. Ah, c'est ça qui mettent les sapins de Noël dans les magasins. Ah Non, ouais, ça n'a rien à voir. En septembre. Non. Ok, ils suivent le calendrier des relations presse, en fait. Ok. voilà. Donc effectivement, ça s'anticipe un peu tout ça. Il faut y penser avant et surtout, il faut penser aussi que l'attaché de presse, il a besoin d'écrire son communiqué ou son dossier de presse. Donc, si tu lui donnes les infos en lui disant il faut que le communiqué de presse sorte la semaine prochaine, c'est dur, quoi. Enfin, Oui. il faut qu'on ait des articles à partir de la semaine prochaine parce qu'on ouvre la semaine prochaine. Bah, soyons honnêtes, c'est quasi impossible. Même le meilleur attaché de presse du monde, avec le carnet d'adresses le plus fourni, il n'y arrivera pas. Faut lui laisser un peu de temps. Ça prend un peu de temps, les relations presse. C'est pas immédiat. Oui, et même si on doit s'y coller tout seul au sein des structures, du coup, il faut un super annuaire, des super outils, des PCP, images, une personne réactive et puis un rétro-planning, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a la réalité du temps qui passe. Et c'est pas une mission qu'il faut reléguer à la fin quand on a fait tout le reste. Ah oui, c'est vrai, on va faire la promotion maintenant. Non, ça C'est s'anticipe. ça. Penser un peu avant, quoi. Mais après, ça dépend de la taille de la structure, mais c'est facilement entre 6 mois et un an, c'est bien. Ça permet de vraiment réfléchir au bon timing. Ok. Et là, c'est vrai que je me mets à la place des personnes qui nous écoutent et qui se disent oh là là, relation presse, encore un calendrier, encore un truc à faire et des outils. Est-ce que, et j'ai envie de dire, du coup, les relations presse, ça peut être utile pour tout et n'importe quoi, pour une structure, mais aussi même pour un entrepreneur presque, non? Hum Ou une Oui, oui, association vraiment. Hum culturelle. On devrait tous avoir un CP, un DP, et pour pouvoir faire des relations presse, non? Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr.
il y a des milliers de titres de presse en France, et donc il y a toujours un type de presse qui correspond à votre cible. En fait, l'idée, c'est de se dire, ma cible, qui sont, mes clients? Quand on est un entrepreneur, qui sont mes clients? Et du coup, mes clients, ils lisent quoi? Et il y a Mhm. toujours un type de presse. Ça peut être de la presse économique, ça peut être de la presse entrepreneur, de la presse féminine, de la presse. Il y a des types de presse complètement improbables, hein. J'ai travaillé avec Potato Magazine, hein. Il y a des trucs, c'est improbable, hein. Potato. Il y a, voilà, il y a, Ok. alors évidemment, il n'y a pas 1 million de lecteurs comme Le En Monde, même temps, mais pour tout ce qui est écomusée, tu vois, des structures un peu qui parlent d'agriculture, Potato Magazine, pourquoi pas? Ok, c'est voilà. insoupçonnable. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as vraiment un exemple? Tu nous as parlé tout à l'heure de la structure dans laquelle tu travailles, le centre de la déportation. Tu nous as parlé aussi de l'association scientifique avec tout ce qui est atelier, médiation, jeune public, avec des résultats concrets des relations presse. Est-ce que tu as un exemple qui t'a marqué vraiment avec des super résultats, avec une opération relations presse ultra réussie que tu as menée dans ta carrière jusqu'ici? Bah, avec le CHRD justement à Lyon, là, on a, l'année dernière, ils avaient une exposition qui était, assez différente de ce qu'on imagine dans un musée d'histoire et a fortiori un musée de Sur un Seconde sujet Guerre mondiale. sensible en plus. C'était c'était une exposition autour du portrait, autour de leur collection Mhm. et du coup, c'était finalement très artistique. Il y avait des choses qui étaient, presque une expo d'art avec le prisme Seconde Guerre Mhm. mondiale, hein, mais presque expo d'art. Et du coup, il y a eu une très belle couverture presse. Il y a eu ben, justement Le Monde. Donc, en tant qu'attaché de presse, je suis très fière de me dire que j'ai eu Le Monde une fois. C'est une espèce de Graal qui fait plaisir. Mais voilà, c'est bah, justement de présenter ce musée autrement dans une très grosse presse nationale. Et, et avec des expositions. Et du coup, de présenter ce sujet de Seconde Guerre mondiale un peu différemment aussi. Pas toujours sur le prisme de 8 mai, déportation, etc. Enfin, montrer aussi d'autres choses. Mhm. Pas forcément toujours très gai non plus, mais en tout cas autrement. C'était très intéressant. Et puis l'année dernière, on a aussi fait un partenariat, du coup ça rebondit un peu avec le podcast avec Amélie, mais on a fait un partenariat avec Nota Bene, Mhm. qui a fait une vidéo, qui est venue faire un reportage et qui a fait une vidéo qui est sortie pour les 30 ans du musée. Donc c'est sorti au mois d'octobre. Et en fait, on a fait un dossier de presse pour présenter ces 30 ans, l'histoire du musée, les 30 prochaines années, etc. Et dedans, on a parlé de ce partenariat et de cette vidéo avec Nota Bene. Et en fait, on a eu un article dans, alors j'ai un doute sur le média, mais en tout cas sur de la presse communication D'accord. qui parlait de comment travailler avec les influenceurs, et qui donnait des exemples et qui a donné justement cet exemple de Nota Bene et du Ah. CHRD. Donc on est vraiment sur un truc, sur un type de presse que j'avais pas envisagé ou auquel j'avais pas pensé pour le sujet des 30 ans, mais qui permet quand même de parler bah, du musée, de partenariat avec un influenceur, et puis de parler autrement en fait du musée sur d'autres à des publics qui peut-être ne connaissent pas le CHRD à Lyon. Donc, c'était assez intéressant. Oui, puis vraiment ouvrir finalement le champ des possibles, comme tu le dis, il y a plein de presses différentes, que ce soit Potato Magazine, j'en reviens pas, le magazine de la patate, ou mais aussi, je dirais même, des magazines pour les enfants. Ouais. Moi j'ai pas mal de presse enfantine à la maison, mais qui vont de pommes d'api à plus élaborées ou même plus spécialisées, je dirais, comme la revue Dada pour les enfants, Mmh, par exemple, mmh, où clairement, en fait, ça peut être une vraie audience et puis une belle visibilité, en fait, pour certaines expositions, justement, dans cette presse plus enfantine, presse complètement diverse. C'est sûr ouais. qu'on n'imagine pas que souvent on se concentre sur les choses très culture ou les rubriques culture, mais en effet ça peut être des revues enfants, ça peut être aussi des magazines de parentalité, parce que Mmh, qui emmène les gens, qui font des sorties, c'est quand même en premier lieu les familles, ou des magazines de tourisme aussi, mmh, des revues de voyage, c'est vrai que, ou des magazines féminins, ou lifestyle, hein, quand on mmh. a justement les choses à faire, et ça peut être
chaque structure, il faut trouver aussi sa petite pépite pour justement parler à cette audience-là. Même des magazines de do it yourself, hein, j'ai envie de dire, hein, Ouais. bricolage, pourquoi pas. Oui, oui, carrément. Il peut y avoir, si je parle de l'association Ébulliscience, par exemple, on pourrait aller sur du Science et Vie Junior, par exemple, pour Tout à plein de fait. raisons. On pourrait leur dire, c'est pour être un article qui dit venez à Ébulliscience, mais ça peut être aussi un truc qui dit comment refaire une exposition, oh là là, une expérience Oui. et avoir du coup quelqu'un de chez Ébulliscience qui explique ça. On pourrait, alors je suis pas encore, mais ça peut faire partie des choses qu'on pourrait faire en relation presse par exemple, qui pourraient marcher. Et pour reprendre l'exemple du CHRD, l'année dernière on avait une exposition sur les enfants de la résistance, qui est une BD pour la cible c'est 8-12 ans. Oui, 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 elle est super cette BD. Voilà, et ça a extrêmement bien marché en presse et notamment sur la presse des enfants par exemple. Et Oui, l'exposition a oui, très bien oui. marché aussi, hein, accessoirement. Oui, et puis moi, puis souvent même les magazines qu'on soupçonne pas, tu sais, les magazines faits pour les professeurs, par exemple, qui sont aussi prescripteurs pour les sorties scolaires. Il y a quand même beaucoup de structures culturelles qui attendent énormément de sorties scolaires, etc. Donc, magazines de professeurs, de syndicats d'enseignants, Mm. etc. C'est vrai qu'on n'imagine pas que c'est toute une strate. Et puis parfois, avoir un article dans un magazine d'enseignants, ça a peut-être même plus d'impact qu'un micro-encart avec juste une horaire sur de la presse. Très grand public. Très grand Ouais, public, voire même régional. Hein. complètement. Donc il faut être stratège. Faut être stratège, bien voir aussi l'impact que ça peut avoir pour pouvoir choisir les cibles qu'on veut toucher, et notamment le non-public. Ouais. Et les gens, ça peut être du coup aussi l'objectif des RP, ça peut être aussi de faire venir les gens ou juste que les gens connaissent, en parlent, apprennent les contenus ou les informations de la structure. Hein. Enfin, on ne peut pas tous se déplacer dans certains lieux, donc avoir des gros articles très poussés dans une presse qui est peut-être effectivement un peu moins grand public, un peu moins visible, mais avoir un article de 2 pages sur certains magazines, bah, ça peut permettre aussi de faire parler du sujet, de votre expo ou D'une d'une activité, d'un activité. Ouais, public, d'une initiative en particulier, exactement. etc. Ou d'une thématique, enfin, on peut faire plein de choses. Et ça peut aussi avoir. L'objectif des RP, c'est pas juste faire venir les gens dans un musée, quoi. Et c'est quoi alors? Bah, c'est C'est d'être justement, c'est ça, connu. c'est faire passer les messages, c'est d'être connu, faire passer des messages. L'expo, elle a une vie, on le voit encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, c'est que l'expo, elle a sa vie pendant son temps d'exposition, si on prend une exposition temporaire, ou sur son lieu physique, mais elle a aussi une vie à l'extérieur, sur de la création de contenu, sur des choses comme ça. Donc, les journalistes peuvent être finalement un peu créateurs de contenu. Oui, tout à fait. Là-dessus, c'est apporter des informations sur tout ça et diffuser les messages d'une exposition, par exemple, ou d'un musée, enfin des collections permanentes aussi, hein, ça marche. Donc, Oui, bah, c'est du soft power, c'est de la e-réputation ou de la réputation tout court, voilà, sur différents canaux. Voilà, la exactement, promotion des petits cailloux qu'on pose au fur et à mesure. Tout à fait. exactement. Merci infiniment Aurélie d'avoir creusé avec moi donc le sujet très peu connu des relations presse et puis du métier qui y est rattaché, notamment le tien, donc attaché de presse, qui est aussi une voie possible pour quand on veut travailler dans la culture et qu'on aime écrire et puis les relations aussi, puisqu'il y a une grosse partie relations, interviews, etc. Donc as-tu une actualité à nous partager avant de se quitter? Eh ben, écoute, pas trop. Parce que mon chat Watson est un peu en pause, mais mon chat Watson a 7 ans et mon chat Watson a quand même presque 250 interviews en stock. Donc, il y a quand même pas Oui, mal de choses c'est énorme. à lire, dont tes 2 interviews, parce que tu es Ouais, intervenu deux j'en ai fois fait deux, ouais. sur mon chat Watson. Donc, au tout début, là, sur la sortie, quand tu as commencé. Oui, tout début, c'était en 2016 quand j'ai commencé. Et puis après, 20, c'était en ouais, 20 ou 2020, il me 21. semble, post-Covid, c'était au moment de la naissance Exactement. du podcast, etc. Donc voilà, gros chemin parcouru Exactement. comme Et toi, c'était. avec un Voilà. avant-après. Et puis, Mais plein de professionnels, en effet, à découvrir avec plein de métiers différents. Je sais pas s'il y a un article d'attaché de presse. il y en Si, je a. pense que tu t'étais fait un peu une interview Alors, il y a schizo, non? l'interview Schizo, mais je parle pas trop de relations presse, mais effectivement, il y a 2 interviews d'attachés de presse. Il y a Virginie Beauvais de Paper Moon et
et Béatrice Martini, qui sont des attachés de presse culture qui en parlent. Et puis après, il y a aussi beaucoup de gens que toi, tu as interviewés sur ton podcast qui ont leur interview Oui, c'est sur vrai. Mon cher Watson Oui. avec des choses qui sont très Oui, si je suis en différentes. manque d'idées, je pense que je vais éplucher les 250 pistes possibles. Parce que justement, c'est vrai que le format est différent, les choses sont dites différemment, donc voilà, ça permet de rebondir et d'être en complémentarité, tout à fait. Donc pas forcément d'actu à brûle-pourpoint pour Mon cher Watson, mais voilà, peut-être de nouveaux formats, de nouvelles interviews à découvrir du coup. Oui, bah ouais, Mais déjà une mine d'or à c'est ça. explorer. Il faut que j'ai le temps de m'y remettre et de recommencer les interviews. J'ai plein d'idées, mais il me manque du temps. Oui, bah Ouais, oui, on a c'est le nerf de la guerre, le tous les temps. mêmes problèmes. C'est ça. Ok, donc on renvoie tout le monde vers mon cher Watson, je Dur. vais y arriver, mon cher Watson pour découvrir plein de métiers et puis déjà les 250 personnes qui sont valorisées dedans et puis des nouveautés sans doute à suivre avec l'aventure de ton aventure professionnelle et entrepreneuriale qui continue et puis voilà, ça évolue avec nous, donc il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Donc soignez vos relations presse avec nos conseils, testez, expérimentez, communiquez. Et puis on se retrouve sur Instagram et surtout LinkedIn pour continuer cette conversation avec toi, Aurélie. Avec plaisir, à bientôt. Merci. Merci. Si tu aimes J'ai l'œil du tigre, tu vas adorer te former avec moi. Je te propose des produits de e-learning, e-book et formation en ligne. Je dispose aussi d'un catalogue de formations en présentiel pour les professionnels du secteur autour de 4 grands thèmes: la démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page formation et page boutique dans le menu du site.